Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle conférence du cycle de conférences du Péruésie. Donc bienvenue si c'est la première fois que vous venez, mais surtout, revenez. Un point important avant de commencer, veuillez localiser les sorties de secours, c'est toujours très important à savoir, donc vous en avez à droite, vous en avez à gauche, et vous avez aussi les toilettes, si jamais, dans le couloir. Le buffet est réservé pour les vaillants qui auront tenu jusqu'au bout de la conférence. C'est un buffet mixte salé-sucré qui nous attend et qui a été préparé par Nathalie, un mélange de saveurs camerounaises et italiennes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Christian Mostosi, je suis l'organisateur et modérateur de ces conférences et je suis accompagné par une petite équipe de bénévoles pour assurer la réussite de chaque conférence. En parallèle, nous avons commencé un projet humanitaire en 2021. Nous avons créé une association qui construit un centre médical dans l'est de la RDC. La construction a démarré en 2024 et à terme, c'est un centre médical complet organisé en pavillons qui sera construit. Les fondations des 2 premiers pavillons sont terminées et nous sommes maintenant dans la phase de fabrication des briques pour ériger les murs hors sol. Donc on a encore beaucoup à faire, mais on va y arriver. Ces conférences sont gratuites, mais à la fin de la conférence, si le cœur vous en dit, si la conférence vous a plu et que vous avez apprécié le buffet aussi, n'hésitez pas à glisser un petit billet dans l'urne qui est là-bas au fond. Donc tout l'argent récolté ira intégralement pour la construction de notre centre médical. Alors je vous invite à présent à éteindre votre GSM ou à le mettre sur vibreur, s'il vous plaît, pour nous éviter votre mélodie préférée durant la conférence et pour ne pas déranger ceux qui écouteront assidûment la conférence. Notre orateur de ce soir... Ah, désolé, je suis un mail. Si vous permettez, je vais vite le lire. De toute façon, vous n'êtes pas pressé. Hein. Vous êtes pressé? Non? Ok. Bon, je vais vite regarder, comme ça, j'ai traité ça. Ok, donc, ok, c'est le cloud. Ma méthode de paiement a expiré. Ouais, il faut vite que je paye parce que sinon, tous mes fichiers seront perdus. Ah, mais attendez, c'est une conférence sur la fraude, non? Oui? Et en plus, je n'ai même pas de cloud. On va vérifier l'expéditeur. On va regarder. Ouais, vous ne voyez pas, mais en fait, c'est un email russe, gruber.ru. Non, c'est certainement une fraude. Hein. Vous le saviez, vous aviez compris, vous? Ouais. Bon, moi j'ai failli me faire avoir, mais on a de la chance ce soir parce que nous avons un expert en fraude. N'est-ce pas? Tu es expert? C'est la meilleure façon de savoir si un expert est un expert, parce que les experts ne se disent jamais experts. Alors, il nous vient de Paris, en France. Jonathan, bienvenue chez les Belges. On dit souvent que les Belges sont des bons vivants, pas méchants. Parce que chez nous, la fraude n'existe pas. Non, j'ai cherché, mais ça n'existe pas. Donc, c'est bien connu. Pour trouver des escrocs d'envergure, il faut regarder, chez vous, tiens. Prenons par exemple Alexandre Stavisky. Dans les années 1930, il monte un système d'émission de faux bons via le Crédit municipal de Bayonne. Des milliers de francs sont détournés. Mais l'affaire dépasse rapidement la simple esprit. Elle révèle des complicités politiques, des protections, des lenteurs judiciaires. Tiens, ça me rappelle pas mal de dossiers. En janvier 1934, on le retrouve mort dans un chalet à Chamonix. Officiellement, il s'est suicidé. L'affaire déclenche une crise politique majeure et des émeutes à Paris. Vous étiez au courant? Non? Non. Voilà, maintenant vous savez. Un autre Français, il est bien connu, celui-là, Jérôme Kerviel, trader à la Société Générale. Il prend des positions spéculatives non autorisées, apparemment. Résultat, 4,9 milliards d'euros de pertes annoncées par la banque. S'agit-il de fraude individuelle, d'une défaillance du contrôle interne? Le débat reste ouvert. Bon, rassurez-vous, la France n'a évidemment pas le monopole du génie créatif en matière d'escroquerie. Regardons le panorama mondial. Il y a, plus connu, Charles Ponzi, en réalité Carlo Ponzi, né à Lugo en Italie, en fait à 50 km de mon lieu de naissance.
On n'a rien à voir, hein, je vous rassure. En 1920, il promet 50% de rendement en 45 jours grâce à des coupons-réponses internationaux. En réalité, il rembourse les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux. C'est le principe, c'est le concept du système de Ponzi. En fait, inspiré par son ancien patron, lui aussi italien. Mais on n'a rien à voir. Hein. Alors, qui d'autre? Victor Lustig. Ça vous dit quelque chose? Victor Lustig, un sacré loustic celui-là. D'origine austro-hongroise, c'est l'homme qui, en 1925, a réussi à vendre la Tour Eiffel. 7300 tonnes de fer à un ferrailleur. Sa femme l'avait pourtant prévenu, hein, mais il n'a pas écouté sa femme. Je dis ça, je dis rien. Honteux, le ferrailleur n'a pas porté plainte. Si bien que Victor Lustig, une fois qu'il s'est en fait, il est revenu en France et il a tenté de vendre une deuxième fois la Tour Eiffel. Mais cette fois, l'arnaque n'a pas pris. Il meurt en 1947 à Alcatraz, en Californie. Puisqu'après, il est parti aux États-Unis et là-bas, il a aussi mis en place plein d'escroqueries. Frank, non, ça c'est Bernard Madoff. Mais on va parler d'abord de Frank Abagnale. Dans les années 60, il se fait passer successivement pour pilote de ligne, médecin, avocat. Il encaisse des chèques frauduleux dans le monde entier avant d'être arrêté. Il deviendra plus tard consultant en sécurité et travaillera avec le FBI. Et son histoire a inspiré le film Catch Me If You Can avec Leonardo DiCaprio. Et donc, on revient à Bernard Madoff. Voilà. Le célèbre financier américain qui est arrêté en 2008, inculpé pour une fraude estimée à environ 65 milliards de dollars. Pendant des années, des investisseurs, des banques, des fonds lui ont fait confiance. Il a surtout gagné 150 ans de prison et il y est décédé. Ce qui est fascinant, en fait, dans tout ça, c'est le mécanisme. Dans tous les cas, on retrouve une histoire crédible, un environnement qui ne pose pas assez de questions, une confiance exploitée et souvent des signaux faibles qui sont ignorés. Aujourd'hui, la fraude s'est largement diversifiée. Elle commence par une faille. Le fraudeur sait que l'être humain, même prudent, même informé, peut vaciller lorsqu'il est surpris, pressé ou inquiet. Un spécialiste du renseignement sur la fraude partageait récemment sur LinkedIn un arnaque les plus fréquentes. Bon, évidemment, les chiffres varient selon les pays et les périodes, mais les tendances qu'ils révèlent sont vraiment éclairantes. Numéro 1, en tête, le phishing bancaire, environ 38%. Les faux messages, le PayPal, les avis de blocage de compte, ils exploitent l'urgence parce que sous pression, on a plus de risques de prendre de mauvaises décisions. Deuxièmement, viennent les faux colis, autour de 26%. Le message est presque anodin. Votre livraison est en attente, veuillez payer, etc. Ben, cela fonctionne parce que, quelque part, on a tous un colis en attente. On doit tous attendre à un moment donné un colis. Et enfin, la fraude de sentiments, environ 14%. Sans doute la plus cruelle. Ici, il n'y a pas de faux logo ni de lien suspect. Il y a une relation construite patiemment, une confiance qui s'installe et qui, au final, fait mal. Comprendre ces failles demande une expertise bien plus fine que la simple fascination pour les grands escrocs de l'histoire. Et c'est exactement là qu'intervient notre orateur. Jonathan Spédale analyse et décrypte les mécanismes, les signaux faibles, les angles morts. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Jonathan Spédale. J'ai dit un tonnerre, hein, un tonnerre. Merci. Merci beaucoup. Très content d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup à Christian pour l'invitation et puis pour la confiance. Très bonne présentation, je vais sûrement t'engager. Il faut juste un peu plus de moustache et on y sera. Alors je vais essayer de vulgariser au maximum. C'est vrai que mon collègue a bien dégrossi le paysage. Je n'ai pas mis dans ma présentation justement la fraude au sentiment. On parle de 14%. Pour moi, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui honteux d'en parler, et beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et moi, j'encourage vraiment les gens à parler des sujets qui les ont touchés, les sujets frauduleux. Pourquoi ? Parce que ça aide tout le monde à progresser. Il ne faut plus avoir honte. Ce n'est pas une petite fraude, ce n'est pas une petite équipe. Derrière, il y a carrément des sociétés, voire des pays qui sont justement tous les jours derrière un ordinateur pour arriver à générer de l'argent de ces fraudes-là.
Donc, ma société s'appelle Cybermoustache, que je représente ce soir. Nous avons une société qui fait donc de la lutte contre la fraude et de la cybersécurité. Hop, hop. Donc j'ai mis une petite présentation sur qui nous sommes. Alors, déjà, on est la première société à avoir proposé aux grosses entreprises, banques, assurances, e-commerce, luxe, à les frauder sous contrat. C'est-à-dire qu'on va tenter de faire des fraudes qui existent déjà ou qu'on aurait nous-mêmes imaginées sur de la fraude à l'identité, sur de la fraude au paiement, sur de la fraude au retour, la logistique et ainsi de suite, pour ensuite pouvoir leur proposer un rapport pour qu'ils puissent s'améliorer, pour qu'ils puissent aussi mettre en place des outils. On les conseille aussi sur les outils et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est un entre-deux entre le pen test qui est vraiment un sujet cybersécurité. Et donc, c'est un service qui propose donc, de parcourir toutes les parties que les sociétés proposent donc, à leurs clients. Et souvent, ils oublient réellement de tester cette partie-là. On regarde à ce que le parcours soit tout beau, tout propre, qu'il y ait des envies côté client. Nous, on essaye de penser différemment et d'essayer de voir les choses du mauvais côté. Donc, ce qu'on propose aussi, on fait de la veille technologique parce qu'il y a énormément d'outils qui arrivent sur le marché et qui sont novatrices, qui permettent justement de lutter contre la fraude. On fait de l'opérationnel, c'est-à-dire que pour des sociétés, on gère la lutte contre la fraude, on met en place des règles avant le paiement, on gère donc les litiges après le paiement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On fait aussi beaucoup d'enquêtes sous pseudonyme, donc que ce soit pour les forces de l'ordre ou pour des enquêtes pour des particuliers ou des sociétés. Le but, c'est de retrouver des infos sur des personnes ou sur des modus operandi, c'est-à-dire des techniques de fraude. On fait forcément de la formation à ces enquêtes sous pseudonyme et aussi à l'OSINT. L'OSINT, c'est, on va dire, pour vulgariser, une enquête de recherche sur Internet. Tout ce qui est en source ouverte, donc légal, ce que tout le monde peut aller chercher, on a juste une façon différente de le faire et donc on forme les gens à pouvoir le faire. Et ensuite, le SAV, donc c'est tout ce qu'il y a après notre passage. Il pourrait peut-être manquer d'outils ou peut-être de petites. Depuis pas longtemps, on travaille aussi beaucoup avec les forces de l'ordre dans tout ce qui est partie électronique. Là, par exemple, ce sont des lunettes Meta modifiées pour la BRI chez nous, la Brigade de recherche et d'intervention. Donc, on va casser sur le côté le petit opercule où la LED bleue qui clignote de chez Meta est présente pour pouvoir justement avoir des lunettes qui sont complètement discrètes. Il faut aussi des téléphones sécurisés. Donc là, c'est un téléphone que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Dedans, il n'y a plus de micro, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus la puce GPS. On peut tout enlever, c'est vraiment modulable. Et le but, c'est d'avoir un OS, c'est-à-dire enlever Google ou enlever Android ou enlever iOS pour avoir quelque chose de très sécurisé pour les gens qui ont peut-être peur d'être espionnés ou qui le sont vraiment, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voici une partie de nos clients de l'année dernière. Donc, comme vous pouvez le voir en bas, il y a beaucoup de forces de l'ordre, il y a beaucoup de banques, d'assurances, et ainsi de suite. Beaucoup de luxe aussi. Dans le luxe, ils sont très touchés par les tentatives de piratage, justement parce que les clients ont peut-être un peu plus de moyens et sont plus intéressants à frauder. Alors, cette année, l'année dernière, pardon, j'ai eu la chance de pouvoir apparaître sur beaucoup de médias. Alors, c'est un choix. Le but pour moi, à mes débuts, je parlais de fraude sur LinkedIn, c'était très mal vu. Mes anciens employeurs m'ont montré la porte de sortie parce que c'était quelque chose de très sensible. Et puis parler de fraude, ça veut dire que la société dans laquelle j'étais avait sûrement de la fraude. Et ils étaient très fermés sur le sujet. J'ai continué jusqu'à pouvoir passer donc, sur des médias intéressants. Et aujourd'hui, mon but, c'est de vraiment alerter les gens sur ce qui se passe derrière l'écran de votre ordinateur tous les jours. Donc je passe un peu plus vite, j'ai fait aussi beaucoup d'apparitions sur YouTube. Hop. Aussi beaucoup de magazines sur la cybersécurité. Beaucoup donc de forums et de salons. Sur l'IA aussi, il y a beaucoup de sujets avec l'IA qui sont détournés, vous savez, pour les images, la voix, pas mal de choses comme ça. D'ailleurs, en fin de présentation, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur ces sujets-là. Je suis passé dans les 2 derniers capitales. Justement, j'ai eu la chance d'avoir ma tête, entre guillemets, en couverture. Et on va passer au sujet qui nous réunit aujourd'hui.
Donc, pour moi, il y a eu un avant-après Covid. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu un pic de consommation. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient chez eux et qui s'embêtaient peut-être un petit peu. Il y avait des gens très doués, des bidouilleurs, des gens qui avaient envie de s'amuser, des gens qui s'y liaient beaucoup et qui se sont dit, je suis allé sur ce site e-commerce, j'ai vu qu'il y avait une faille. Génial, j'en ai parlé aux copains, on a commencé à l'utiliser. Puis en fait, ça a fait de gros dégâts. Il y a des sociétés qui ont vraiment augmenté leur chiffre d'affaires, mais qui ont perdu aussi beaucoup en lien avec la fraude. Donc, il y a pour moi toujours une petite connaissance à avoir sur les fraudeurs. Il y a toujours, comme je le disais tout à l'heure, le petit malin qui va trouver une faille et qui va en profiter, qui va en parler à un petit réseau sous des forums, même jeuxvideo.com. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui parlent des failles qu'ils arrivent à trouver. Donc, il y a même ceux qui vont créer des formations parce qu'ils se disent, pas de problème, si je fais une formation, je ne suis pas condamnable, je n'ai pas fait de fraude exactement, j'explique juste comment on l'a fait sur un papier que je vends. C'est pour moi un peu comme du recel. Et puis vous avez celui qui est vraiment la personne qui va faire le Uber de la fraude, c'est-à-dire qui va proposer de faire la fraude pour vous. Et quand vous allez avoir le remboursement, par exemple, d'un article qu'il a renvoyé, enfin qu'il a faussement renvoyé pour vous, il va vous demander 30% de la somme que vous avez récupérée, donc le remboursement. J'en parlerai un peu plus tard après. Et puis après, il y a la fraude organisée, bien sûr, vous connaissez tous. Hein, il y a eu la fameuse fraude à la TVA aussi en France, parce que c'est vrai que la France a beaucoup de fraudeurs. Cette année, on a été encore récemment le pays qui a eu le plus de fuites de données, et je pense aussi le plus de fraude. Très simple chez nous de frauder, malheureusement. Pour moi, il y a une pyramide dans la cybersécurité ou cybercriminalité et la lutte contre la fraude. Il y a toujours la partie technique en haut, donc les personnes qui, elles, vont faire justement la pénétration sur des réseaux ou des systèmes qui vont réussir à voler des données, c'est-à-dire les données qui vous concernent, votre nom, votre prénom, votre âge, peu importe, votre adresse email. C'est des choses qui sont vraiment importantes pour justement après pouvoir faire de la fraude, alors que ce soit pour usurper votre identité ou alors pour pouvoir vous cibler, vous, pour faire de la fraude. Justement, juste en dessous, il y a la partie invisible, ce sont les petites mains, comme j'aime les appeler. Ce sont les gens qui vont acheter ces données qui ont été volées, qui vont faire ces campagnes de phishing, le fameux mail que j'ai reçu au début pour son cloud. Donc, en fait, ces personnes vont se dire, j'ai une liste de données et je vais envoyer plein de mails. Et puis, en fait, c'est moi qui vais faire le tri. Toutes les personnes qui ont répondu sont les cibles à tester. Ceux qui n'ont pas répondu, on les laisse de côté. Elles ne servent à rien. Et justement, c'est ce que j'appelle blanchir de la donnée. Et ensuite, pour moi, j'appelle ça des artistes, c'est la partie visible, ou plutôt audible. Et pourquoi j'appelle ça des artistes? Quand vous avez un faux conseiller qui vous appelle, j'en ai eu plusieurs, j'ai eu beaucoup aussi de retours d'expérience, beaucoup d'enregistrements. Et moi, ce qui me choquait, c'est que ces personnes-là se présentaient mieux que mon conseiller financier. Là, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit qu'il y avait un vrai problème et que peut-être que les deux pouvaient se former. C'est intéressant. Et on va commencer par la fraude au paiement parce qu'honnêtement, c'est ce qui est le plus visé par les fraudeurs. Le but, c'est toujours d'arriver, à partir d'une fraude ou de données, à arriver à le transformer en argent. Toutes les fraudes aux moyens de paiement ou au support, parce que tout à l'heure, c'était peut-être pour juste du phishing, pour vous demander un moyen de paiement, mais ça peut être aussi pour vous dire que vous avez une erreur sur votre ordinateur ou que votre ordinateur est coupé ou ne marche pas ou ne peut pas ouvrir tel fichier ou telle vidéo. Et en fait, il y a un faux support derrière qui va prendre la main sur votre ordinateur et qui va essayer de récupérer des comptes de cryptoactifs ou votre compte bancaire. Toutes ces fraudes-là partent des data leaks, donc les fuites de données dont je parlais tout à l'heure. Ces données sont exfiltrées, utilisées, blanchies, et le but, c'est toujours d'utiliser votre confiance avec une histoire qui paraît réelle et qui paraît plausible. Forcément, carte bancaire, virement, récupération physique de biens, de plus en plus. En France, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le milieu des cryptoactifs, il y a de plus en plus d'enlèvements de personnes. J'ai mon ancien collègue, David Ballan, chez Ledger, qui a été enlevé avec sa femme. Sa femme est restée 72 heures dans un coffre de voiture, et lui, il lui a enlevé un doigt. Donc voilà, c'est assez dramatique. En France, exactement, oui. En ce moment, c'est une mode. Donc, comme je voulais un peu vous montrer justement que c'est du réel, j'ai mis pas mal de petits articles derrière qui parlent justement de cette arnaque au faux support qui sévit beaucoup chez nous.
On a aussi beaucoup la fraude aux faux conseillers. Ça a fait beaucoup de bruit parce que les banques, au départ, avaient lancé le 3D Secure, qui est une sorte de sécurité. Vous savez, la notification push que vous avez sur votre téléphone ou le code que vous recevez par SMS était normalement la solution contre la fraude parce que à partir, enfin, on va dire à partir de 2017, ça a été lancé, mais avant, si j'avais récupéré vos codes de carte bleue, je pouvais les utiliser n'importe où. Puis en fait, il n'y avait pas de vérification par code. Je pouvais acheter ce que je voulais. Donc il y avait un vrai, on appelait ça du carding, et il y avait un vrai sujet sur les pertes financières liées au carding. Les fraudeurs se sont adaptés, hein, forcément. Ils ont vu que le numéro de carte ne suffisait pas. Ils ont analysé le 3D Secure, puis ils ont réussi à le détourner, mais malheureusement, même avec toute la technique qu'on aurait pu vouloir mettre en place, c'est encore le social engineering, c'est-à-dire la façon de faire, que ce soit avec la voix ou l'intelligence, sans avoir de moyens techniques, a réussi à prendre le pas là-dessus. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle Les Caméléons, qui a été fait par Thibaut Martinez, qui est un ami maintenant. J'ai 5 pages qui me sont dédiées dedans. La BFMP, la Brigade des fraudes aux moyens de paiement, et la star donc, de ce livre, en fait, c'est un journaliste qui a été justement touché par la fraude aux faux conseillers pendant un tournage et qui a voulu savoir qui il y avait derrière, pourquoi, comment. Les banques couvraient le sujet, parce que nous, notre gros problème, aujourd'hui, les banques sont le plus gros de nos clients, mais on pensait ne jamais travailler avec parce qu'on les a beaucoup montré du doigt sur ce sujet-là. Par exemple, même des gens aujourd'hui en interne donnent des fiches clients pour pouvoir mieux cibler en fait, les personnes qui ont le plus d'argent ou qui sont peut-être plus démunies face au côté cybersécurité. Et puis pour l'instant, le problème, c'est que vous n'avez jamais entendu parler donc, de condamnation d'un ancien employé de banque, parce que clairement, ça fait du tort à la banque, et puis on préfère gérer ça en famille, et puis la personne part. Mais des derniers cas que j'ai vus, les personnes qui avaient fait ça se retrouvent dans d'autres banques ou dans des fonds d'investissement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ce livre-là est vraiment très pertinent, très intéressant. Alors, je vais mettre un petit disclaimer. Énormément de victimes en France pensent que après ce livre, la police va aller chercher les fraudeurs. Là, le cas, pourquoi il a été traité, il y avait Dominique Strauss-Kahn qui était parmi les victimes pour de très gros montants, donc je pense que ça a aussi beaucoup aidé. Et il faut savoir que nous, en France, le sujet de lutte contre la fraude, c'est un peu chat perché. Une fois que l'argent est à l'étranger, ou une fois que les fraudeurs sont à l'étranger, on ne peut pas y aller. On n'a pas de possibilité, on n'a pas les fonds, on n'a pas les moyens, on préfère abandonner. Même en Europe, il y a des fois où c'est abandonné, effectivement. Voilà. Il faut que la somme soit vraiment énorme. La dernière qu'on a eue, nous, c'était il y a 2 semaines, c'était 3 millions d'euros. Bon, peut-être qu'on va la prendre, on n'est pas sûr. 3 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Pour moi, le plus dramatique aussi, parce que toutes ces fraudes-là, au lieu de toucher uniquement des banques, uniquement des sociétés, le gros problème, finalement, ce sont des gens comme vous et moi, donc des civils, des clients qui sont réellement touchés et qui, derrière, n'ont rien pour se défendre. Très clairement, quand une banque veut attaquer une personne, elle a beaucoup plus de force que vous et moi pour aller attraper ou taper sur un groupe de fraudeurs. La fraude à l'identité, pour moi, est une vraie plaie du fait que derrière, pour pouvoir se reconstruire, c'est très compliqué. Et surtout, les fraudeurs vont exploiter cette identité jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que ça ne passe plus. Et puis forcément, vous êtes interdit bancaire, c'est vous qu'on vient voir. Il y a beaucoup aussi de contraventions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pareil, hein, comment ça fonctionne? Les data leaks, les données volées, elles sont récupérées pour arriver à refaire une pièce d'identité derrière. Et puis forcément, la possibilité derrière, non seulement de faire une usurpation d'identité pour un pré-conso. Nous, par exemple, tous les jours, on a comme contrat avec les banques, justement, c'est de tester leur parcours KYC. C'est Know Your Customer, c'est-à-dire ils vous vont demander une pièce d'identité pour pouvoir donner un prêt à la consommation automobile et ainsi de suite. Et notre travail à nous, c'est d'arriver à proposer des faux documents, de créer, c'est ma collègue qui fait ça, elle va créer des personas, c'est-à-dire des fausses personnes en ligne, c'est-à-dire elle va les enregistrer sur Spotify, elle va les enregistrer sur Strava. On a même payé des gens qui courent pour nous à Nantes, par exemple. Alors, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour faire des meilleurs temps. Nous, on l'utilise pour faire de fausses personnes physiques, par exemple à Nantes, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
dans le but d'arriver à passer justement les, euh, les sécurités d'une banque. Donc forcément, il y a beaucoup de sujets en plus qui nous touchent. Merci. Actuellement, grâce à l'IA, il y a de plus en plus de deepfakes. Récemment, justement, dans le magazine Capital, mon but était de montrer à la journaliste qui était présente que je pouvais réaliser en quelques secondes une fraude avec ces données à elle. En fait, ça a été très simple. Je l'ai laissé parler. J'avais un petit micro et puis en fait, je l'ai enregistré. J'ai pris sa voix que j'ai passé dans un outil d'IA très simple et puis en fait, je lui ai fait faire une campagne de publicité frauduleuse. En fait, elle disait bonjour. Est-ce que vous savez que l'État français propose des aides à l'énergie pour pouvoir changer votre cheminée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis en fait, elle était bluffée parce que c'était exactement ça, son ton, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pareil, je suis allé sur Internet, j'ai tapé son nom, prénom, il y avait la photo de son visage que j'ai récupérée avec une capture d'écran, que j'ai détourée, que j'ai mis sur un faux document. Puis après, avec ça, j'aurais pu faire ce que je veux. Donc là, le problème pour nous, c'est aussi d'alerter les gens sur ce sujet-là. Ne donnez pas trop facilement vos données en ligne. Euh, alors nous, c'est un peu spécifique, mais on a tellement peur qu'on vit sous pseudonyme. C'est-à-dire, quand on va acheter, par exemple sur Amazon, on ne donne jamais notre nom, notre prénom. Moi, par exemple, quand le facteur vient chez moi, j'ai mis d'autres noms, prénoms, et je lui ai dit, bah, c'est mes beaux arrivés chez moi. Et puis j'enlève au fur et à mesure, quand il sait que ces personnes-là habitent ici, même si ce n'est pas vrai, j'enlève mon nom, prénom à moi, et je ne vis qu'avec ce faux nom, prénom. Parce que demain, si quelqu'un vole les données chez Amazon, bon, bah, en fait, je n'existe pas. Donc, même s'il y a une usurpation d'identité derrière, si j'ai un prêt conso à mon encontre, ce ne sera pas le vrai moi. Il y a une adresse, mais l'adresse, ce n'est pas un problème, à part si quelqu'un vient chez moi. Alors j'ai un énorme Doberman, hein, je préfère prévenir. Donc voici par exemple une pièce d'identité que j'ai réalisée en quelques minutes, on va dire, un Patoulecci Marcel, si quelqu'un connaît les inconnus. Donc voilà. Ça, c'est un outil qui permet même de placer, vous voyez, le petit document, il est posé sur une table, il y a même l'ombrage, il est très joli. La seule chose qui est un peu dure sur nos documents à nous en France à bypasser, c'est le petit QR code que vous voyez là. Mais il y a encore des solutions pour pouvoir, par social engineering, arriver à passer. Donc voilà. Notre travail tous les jours, c'est vraiment d'arriver à avoir euh, des tests cohérents, d'arriver à penser à tout avant qu'un fraudeur y pense à notre place et arrive à dépouiller une société ou des clients. Voilà, chez nous, la dernière grosse fuite de données qui a fait du mal, c'est la fuite de données de chez Free. Alors un problème qu'il y avait, c'était que quand elle est sortie, tout le monde s'est dit oh, de toute façon, c'est pas grave pour les RIB, on peut rien faire avec un RIB. Sauf que en fait, les fraudeurs, ils se sont dit c'est comme l'offre et la demande. On a des RIB, on va forcément trouver quelque chose à faire. Puis effectivement, il y avait énormément d'outils en ligne qui permettaient, et même si je voulais aller faire un abonnement téléphonique, c'est uniquement déclaratif. Je pouvais mettre le nom, prénom de la personne, son RIB, et puis j'avais un abonnement jusqu'à ce que la personne s'en rende compte. Mais si je prenais un abonnement justement chez Free, qui est aussi déclaratif, que 2 euros, beaucoup de gens ne l'ont pas vu et avaient donc des lignes à leur nom sans le savoir. Ce qui est aussi important dans sa fuite de données, souvent, nous, quand on accède, quand on regarde des anciennes fuites de données, le gros problème qu'il y a, c'est que dedans, parfois, votre mot de passe apparaît en clair. En clair, ça veut dire qu'il est visible. On voit que, par exemple, vous avez tapé Petites vacances 2025. Et le problème qu'il y a, c'est que le fraudeur, il se dit, moi, je connais les gens, je sais qu'ils ont du mal à retenir leur code, ils ont sûrement mis le même mot de passe de partout, je vais aller essayer de le mettre ailleurs. Donc ils vont récupérer votre adresse mail, ils vont essayer d'aller sur Facebook, Petites vacances 2025, ou alors ils vont aller sur votre espace téléphonique, votre espace bancaire, enfin peu importe. En tout cas, si vous n'avez pas mis la double authentification, c'est-à-dire en plus de rentrer votre code, la solution de recevoir un SMS ou de rentrer un code depuis votre téléphone, bon bah là ça va être très compliqué parce que si le fraudeur arrive à prendre la main sur votre compte, lui, il ne va pas oublier de mettre la double authentification, la double sécurité, et puis c'est vous qui allez être bloqué, et puis il va pouvoir faire ce qu'il veut derrière. Justement, même des sociétés y sont sujets, pardon, et Kiabi a été un des cas les plus parlants, puisqu'il y a eu 20 000 clients, encore des IBAN qui ont fuité. Hop. Alors j'ai mis faisons le test, on pourra regarder juste après. Maintenant, vous avez carrément, pour les fraudeurs,
énormément de choses pour leur simplifier la vie. C'est-à-dire que vous allez sur Telegram et puis vous avez un outil comme ça que j'ai volontairement, flouté. Je peux rentrer n'importe quoi concernant une personne, ça peut être même sa plaque d'immatriculation, ça peut être son numéro de téléphone, son adresse, ça peut être son nom, prénom, un pseudo, peu importe ce que je veux et en fait, toutes les infos que je veux vont sortir. Donc, on pourra essayer si vous avez envie de regarder après. Je rentre un numéro de téléphone, on va me sortir tous les sites où vous êtes inscrit, les fuites de données, donc il y a peut-être même votre code qui apparaît, ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça, les fraudeurs, bah, ils s'en servent justement pour pouvoir rentrer en relation avec vous après et pouvoir tenter de faire des fraudes. Justement, une des premières fraudes, celle dont je parlais tout à l'heure, c'est l'arnaque au faux conseiller. Alors un petit conseil sur ces sujets-là, hein, sur la fraude en général. La première chose, c'est forcément, je vais vous dire de vérifier les liens, de vérifier d'où ça vient et autres, mais quand vous allez rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la relation directement avec le fraudeur, ne vous laissez pas avoir par l'état d'urgence qui est mis en place. Moi, je réfléchis toujours à qu'est-ce qui est plus urgent dans la vie. Enfin, pour moi, il n'y a rien d'urgent. Si on m'appelle en me disant on va vider mes comptes bancaires, ok, oui, j'ai un peu envie d'avoir peur, mais je dis j'ai aussi normalement un banquier qui fait attention. Et pourquoi en fait le banquier m'appelle alors qu'il m'appelle surtout quand je suis en moins et puis non, est-ce qu'il aurait vraiment le temps d'appeler, chaque personne qui se fait vider son compte? Ou alors est-ce qu'il se dit, «J'ai des assurances» et autres? Il faut vraiment se dire: «Est-ce que la personne que j'ai au téléphone est la bonne personne?» et l'autre bonne raison, enfin l'autre bonne solution, raccrochez votre téléphone et rappelez-vous après la banque ou le service qui vous a appelé. Parce que là, vous reprenez le pouvoir, j'ai envie de dire. La personne qui vous appelle, elle a emprise sur vous, vous bloque. Moi, je le dis même à des personnes qui ne sont pas fortes techniquement, même quand c'est un ami qui vous appelle, nous, on arrive justement à usurper le numéro de téléphone. On ne peut plus le faire, le numéro de téléphone d'une banque, parce que ça a été bloqué maintenant en France. Mais les fraudeurs font autrement, mais je peux aussi prendre le numéro de téléphone de votre sœur, peu importe, raccrochez si vous avez un doute sur ce qui est dit, et puis rappelez-vous de votre côté. Donc forcément, hein, là encore, on a eu la chance de pouvoir attraper des escrocs. Pourquoi? Un policier avait été touché. Donc forcément, on va pouvoir commencer à regarder un petit peu. Alors je suis un petit peu pessimiste sur ces sujets-là, mais le gros problème qu'il y a avec les forces de l'ordre ne vient pas des forces de l'ordre, vient souvent aussi chez nous. Je ne sais pas trop comment c'est pour vous, mais on impose beaucoup de choses aux Français, c'est-à-dire si jamais vous ne recevez pas votre colis, allez déposer plainte. Si jamais vous avez la moindre petite querelle avec votre voisin, allez déposer plainte. Sauf que la police, au bout d'un moment, elle est débordée pour Madame Michu qui s'est brouillée avec son voisin Michel pour 3 euros en fin d'année. Voilà, ils sont sous l'eau, ils sont obligés de les traiter. Et les gros cas qui arrivent, bah, parfois, on n'a pas le temps de les traiter ou alors on les donne à un service plus spécialisé qui est déjà sous l'eau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si on veut rentrer un peu dans le technique et parler, j'adore justement pouvoir expliquer comment font les fraudeurs, parce que tous les jours, je me mets dans la peau d'un fraudeur. C'est assez simple, quelque part. Pareil, fuite de données. J'ai par exemple toutes vos infos. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, déjà, les infos ont été blanchies avant. Vous allez recevoir un email. Cet email, en fait, toutes les personnes qui ont cliqué dessus, qui, par exemple, votre colis ne rentrait pas dans la boîte, votre colis est bloqué pour la douane, vous devez mettre à jour votre moyen de paiement, comme on a vu tout à l'heure. Bon, toutes les personnes qui ont cliqué, qui ont rentré des infos, pas de problème, c'est toujours des petites sommes. C'est tout ce qu'on se dit à chaque fois. Bon, même si je me suis fait avoir, c'est quelques centimes ou quelques euros. Sauf qu'en fait, c'était juste l'appât pour ce qui se passe après. La personne qui vous appelle va justement vous dire: «Je suis votre conseiller, vous avez fait un paiement il y a quelques jours, on est d'accord? Peut-être un colis?» Vous allez dire: «Ah oui, oui, c'est vrai, je m'en rappelle». Bon, bah là, en fait, vous avez déjà plongé, vous pensez donc que la personne est au courant parce qu'elle a justement la visibilité sur votre compte et qu'elle est bienveillante. Sauf qu'en fait, c'est une personne qui travaille avec le premier fraudeur et qui va vous dire: «Bon, vous inquiétez pas, ils ont essayé de faire plein de paiements à l'étranger, mais je vais vous aider à les annuler. Justement, vous allez recevoir des codes, vous allez recevoir des notifications, validez-les, comme ça on va pouvoir supprimer ces commandes frauduleuses. Sauf qu'en fait, en validant ou en acceptant, en fait, vous validez des commandes qui sont passées en direct. Je dis des commandes parce que c'était ce qui était fait au début. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une personne à côté, un autre fraudeur, qui était en train de faire des achats, souvent sur des sites de luxe. Et puis, l'autre personne au téléphone faisait le relais entre le fraudeur qui faisait ses achats et puis la personne qui devait valider le code.
Juste en dessous, j'ai mis justement le petit logo Western Union parce que sur plusieurs cas, on s'est rendu compte qu'en fait, les paiements partaient par des paiements par carte pour des réceptions d'argent en liquide à l'étranger. Là, c'est un petit exemple justement d'un email que j'avais récupéré. Donc là, c'est même pour des remboursements. On reçoit rarement des remboursements. Et les gens se disent oh, génial, pour une fois j'ai un remboursement. Et puis de toute façon, qu'est-ce que je risque? Je vais juste rentrer mes données de paiement. Et puis en fait, je vais être remboursé dessus. Sauf que ces données de paiement seront utilisées contre vous, j'ai envie de dire. Pour revenir justement sur les sujets de fraude à l'identité, là vous avez une pièce d'identité française, les anciennes, hein, assez bien refaites. Et à côté, c'est ce que j'ai récupéré d'un fraudeur qui dit, alors ça s'appelle un proof, c'est-à-dire c'est une preuve que le fraudeur en question a bien fait son travail. Et puis, en fait, les fraudeurs, qu'est-ce qu'ils demandent à leurs clients? S'il te plaît, comme sur Amazon et comme sur n'importe quelle autre plateforme, mets-moi une note et mets un petit commentaire. Bon, là, la personne dit que c'était super, grâce à lui, elle a pu ouvrir un compte chez HSBC, Société Générale. Toutes les néobanques passent, sauf Revolut, car il avait déjà ouvert un compte et que sa tête était déjà présente. Et puis après, il a réussi à aller dans des casinos et à faire des achats même à l'étranger. Et puis voilà, donc le fraudeur a fait une très belle pub et il pourra vendre encore plus et encore plus. Et puis forcément, c'est l'usurpation d'identité, hein. Donc ce qui est assez incroyable aujourd'hui, c'est que les fraudeurs ont plus de moyens, plus de temps, plus de bras. Et en plus de ça, ils ont justement, grâce à ce temps, cet argent et ces bras, réussi à créer des outils qui sont parfaits, qui sont magnifiques, qui permettent, là c'est l'outil le plus connu qui s'appelle OnlyFake, comme OnlyFans mais fake, et du coup qui permet de créer des fausses pièces d'identité du monde entier. Ça peut être une pièce d'identité, ça peut être un passeport ou un titre de séjour. J'ai juste à rentrer les infos. Pour la photo, comme vous voyez en haut à random, choisir en fonction de l'âge que j'ai mis, en fonction du nom, prénom que j'ai mis, des visages qui vont apparaître et qui ressemblent plus ou moins à l'âge de la personne que j'ai envie d'usurper. Et donc plein de visages vont passer que vous allez pouvoir choisir. En dessous, c'est exactement pareil pour la signature. Ils sont allés tout simplement chercher des outils qui existent déjà. Quand vous rentrez un nom-prénom sur une signature et que vous voulez une vraie signature, vous avez juste à faire refresh, et puis vous avez de super belles signatures qui apparaissent. Et puis quand vous en trouvez une qui est plutôt bien, vous la mettez sur votre document. Et juste en dessous, les trois petits carrés, vous avez généré pour pouvoir générer le document, c'est-à-dire le regarder, voir s'il vous convient. À côté, générer un scan, c'est-à-dire imaginez que vous voyez comme si vous l'aviez scanné. Ça va vous générer un scan. Et à droite, générer une photo. Là, ce qui est complètement fou, c'est que vous pouvez générer une photo posée ici même sur la scène. Ou parce qu'elle s'est déjà proposée dans la base de données, ou parce que je prends moi-même une photo, je la mets sur l'outil et je dis, là, devant mes pieds, je veux que tu me génères une pièce d'identité. Et puis, à échelle, la pièce d'identité serait générée. Et puis, elle sera très, très pertinente et très, très jolie. On a justement fait le test avec ma collègue. On a acheté, donc quand je suis passé sur Légende, on a acheté le masque, le Guillaume Play, à 6 €. Assez rentable, hein, parce que 6 €, si j'usurpe son identité, pardon, je vais pouvoir faire beaucoup plus de dégâts derrière. Donc, assez drôle. Depuis, chez elle, elle a pris quelques photos. Et puis, vous savez comment l'IA fonctionne. On a fait on a rentré donc ces deux photos-là dans un outil d'IA qui fait des photos professionnelles à partir d'une photo. Ce qui est complètement fou, c'est que l'IA aujourd'hui, elle n'a pas pour but de vous froisser. Donc, elle va créer une photo encore plus belle de vous, encore plus jeune de vous. Puis effectivement, un simple carton en contre-jour va faire une très belle photo. Alors, c'est pas vraiment ressemblant à Guillaume Play, mais on y est presque, et je suis sûr qu'avec ça, je peux arriver à usurper son identité. Ce qui a marché d'ailleurs. Donc, ce qui est assez fou, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a même des centres d'entraînement pour les haloteurs. Les haloteurs, ce sont ceux qui sont passés pour vos conseillers financiers. Et puis, ce qui est complètement fou, c'est qu'en quelques semaines, vous entendez les échanges, et puis les fraudeurs forment des gens qui sont complètement novices à vraiment prendre confiance, à vraiment bien parler, à vraiment bien être de bons orateurs, hein. Je pense que j'aurais dû passer par eux pour arriver à avoir confiance sur scène, parce qu'il m'a fallu assez longtemps. Donc, pour parler un petit peu de l'actualité des faux conseillers, parce que pour moi c'est assez important, parce que vous y serez peut-être touchés dans les jours, semaines, mois à venir, parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a rien pour les arrêter.
Donc l'achat par social engineering classique, donc c'est-à-dire c'est-à-dire ils font un achat et puis ils vous appellent en même temps. Il y a un autre sujet en ce moment, c'est que justement les faux documents, ils vont générer un faux document en votre nom, ils vont ouvrir un compte sur une néobanque et puis ils vont vous dire: «Ne vous en faites pas, il n'y a pas de commande, vous n'allez rien payer. Vous allez voir, on va vous fournir un RIB de sécurité qui est en votre nom». Génial, sauf qu'en fait, ce compte, c'est eux qui ont la main dessus, c'est un compte frauduleux et quand vous allez virer les fonds dessus, c'est sur une autre banque et eux vont utiliser votre compte en plus pour faire du blanchiment, pour faire pas mal de choses derrière. Donc pareil, on raccroche et on rappelle ensuite. Autre conseil, quand vous avez un sujet, un souci comme ça, prenez tout de suite votre application bancaire et même avant, hein, moi je le fais quand je suis en déplacement ou quand je ne fais pas d'achat, dans mon application bancaire, je coupe la possibilité de paiement en ligne avec ma carte bancaire. Donc depuis pas longtemps, ils ont aussi réussi à bypasser l'open banking. L'open banking, je pense que vous connaissez, c'est pareil, vous recevez un code, vous validez, et en fait, la banque en face, pour vous octroyer un prêt ou ainsi de suite, va pouvoir regarder comment vous vivez en fait. Parce que pour eux, il y a aussi ce côté social. Pourquoi je donnerais un prêt à monsieur Thierry qui a peut-être gagne beaucoup, mais qui est très dépensier, alors que madame Michu, retraitée, met beaucoup de côté et dépense moins, et elle a le droit aussi à avoir un prêt, donc ils veulent regarder un peu ce qui se passe. Bon, les fraudeurs l'ont compris et ils vont faire justement un double social engineering. Une personne sur place qui va faire valider à madame Michu la, la- la validation de l'open banking et de l'autre côté, la personne qui est directement en face du banquier va dire: oui, attendez, j'ouvre mon application, je vais valider. Et puis en fait, c'est madame Michu qui valide son open banking et puis ils vont justement pouvoir faire ce qu'ils veulent après. Gros sujet chez nous, il y a même après avoir fait cette fraude-là, ils disent au téléphone: «Ne vous inquiétez pas, on envoie un coursier chez vous. Coupez votre carte bancaire en deux, il va récupérer cette carte bancaire. N'oubliez pas de mettre le code derrière. De toute façon, on ne peut plus s'en servir, la carte bancaire est coupée en deux». Et puis, il y a vraiment une personne qui se présente, qui récupère la carte bancaire et qui part. Puis on se pose des questions quelque chose: est-ce que c'était vraiment un coursier de ma banque? Et puis on ouvre son compte bancaire et le compte bancaire, il est complètement vide. C'est assez simple. Ils sont allés sur AliExpress, ils ont acheté des cartes bancaires en fer, toutes belles, parce que tout le monde aime maintenant avoir des cartes bancaires euh, personnalisées. Et puis en fait, ils ont chauffé le dessous pour sortir la puce et la remettre donc sur cette carte en fer. Et ils ont déjà votre compte, enfin votre code de carte bleue, et puis ils sont allés faire des achats en votre nom, tout simplement, ou faire du retrait. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Non, exactement. Oui, mais beaucoup ne le savent pas, malheureusement. Beaucoup pensent encore que c'est sur la puce magnétique que le paiement passe, et pas du tout. Le gros problème aussi avec, je ne sais pas si vous avez vu passer, à un moment donné, il y avait quelque chose de très drôle, entre guillemets, c'était qu'il y avait un conseil, une société avait sorti une mamie IA qui répondait aux faux conseils à votre place. Cette mamie-là faisait exprès de leur faire perdre du temps, raconter des bêtises. Le seul problème, c'est que pour moi, c'était tendancieux du fait qu'ils achètent les données, les vôtres, les miennes, en fonction de l'arrondissement, puisqu'ils veulent récupérer votre. S'ils savent que vous êtes en train de vous moquer d'eux, bon, ils vont venir chez vous et puis séquestration, vol sous la contrainte. C'est ce qui est arrivé justement dans le livre dont je parlais tout à l'heure, Les Caméléons. C'est des personnes qui ont donné de l'argent liquide, qui ont donné leurs bijoux, qui ont donné des tableaux, qui ont donné énormément de choses parce que justement, le faux conseiller disait: écoutez, ils ont même dit qu'ils allaient venir chez vous, on va envoyer quelqu'un, sécurité de la banque, qui va tout récupérer pour mettre dans un coffre. C'est pareil, c'est frauduleux, n'écoutez personne. Juste en dessous, j'ai mis les fausses enquêtes de fraude à la carte bancaire. Alors là, c'était lunaire. J'étais en formation en Suisse à ce moment-là. Et puis un policier suisse à côté de moi me dit: on vient de tomber sur un cas assez incroyable. Il y a des gens, justement, qui vont acheter encore cette fameuse carte sur AliExpress en mettant votre nom, prénom. Ils vont venir devant chez vous et dire: c'est bien votre carte bancaire? Puis vous n'allez pas la reconnaître, vous allez dire: non, c'est bien votre nom, prénom? Oui. Écoutez, on fait une enquête sur une fraude à carte bancaire. On a besoin de prendre vos cartes bancaires pour enquêter. La personne en face de vous, déguisée, policier, gendarme, la plupart du temps, les gens donnent leur carte bancaire, malheureusement. Je vous parlais tout à l'heure du spoofing. Alors, le spoofing, c'est l'usurpation du numéro de téléphone. Au départ,
on pouvait le faire pour les banques, c'est justement ça qui a fait un gros ravage en France. Depuis, OK, apparemment, sauf qu'ils sont trop malins, les fraudeurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donc appellent en disant: «Bonjour, c'est la banque, ne vous inquiétez pas, on ne vous demande aucun code, on n'a pas le droit de vous faire des transactions ou de vous faire de la sécurité. Par contre, on a déjà transmis votre dossier au commissariat qui va vous appeler juste derrière». Et puis, en fait, les fraudeurs usurpaient le numéro du commissariat, se faisaient passer pour un gendarme ou un policier et demandaient le code ou de valider donc des transactions sur le téléphone, malheureusement. Pour vous, nos voisins belges, je pense que vous connaissez aussi, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, Carte Stop. Bon, c'est pareil, Carte Stop. Quand quelqu'un vous appelle pour vous dire c'est Carte Stop, on sait que votre carte a été utilisée, il va falloir bloquer votre carte. On va vous demander de faire des choses sur votre appli, ou alors on va vous envoyer des liens, ou on va vous envoyer des codes, ou on va vous envoyer toujours refuser. Je raccroche, comme j'ai dit tout à l'heure, et je rappelle, moi, pour vérifier que c'est bien réel. Ne faites confiance en personne, hein, bien entendu. Moi-même, quand ma mère m'appelle, prouve-le. Voilà. Pour continuer dans les blagues, hein, on va passer dans la fraude à la crypto-monnaie. Je dis toujours que justement, le choix d'aller dans la crypto-monnaie, c'est comme un choix de foi, ça doit être très personnel. Personne ne doit avoir accès à vos codes, à votre portefeuille, ne doit vous dire aussi quelle crypto acheter, parce que clairement, si quelqu'un vous dit quelle crypto acheter, pour moi, c'est qu'il sait lire dans l'avenir. Pareil, si quelqu'un vous dit achète cette crypto-monnaie-là, déjà plus de 100%. Alors oui, ça fait beaucoup de pourcents, mais qui me dit que ça va réellement faire du pourcent le mois prochain? Et puis eux disent non, non, ce sont des pourcents qui sont certifiés. Fuyez, vraiment fuyez. Le monde de la crypto, pour moi, il faut vraiment prendre le temps de comprendre la blockchain, de comprendre déjà comment marche un portefeuille. Et puis c'est pareil, hein, pour parler des fraudes dans la crypto-monnaie, tout qui est donc fraude au faux support, fraude au faux conseiller, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est exactement pareil côté crypto, voire un peu plus, parce qu'il y a ce côté technique. Ils savent très bien que beaucoup de personnes dans la crypto-monnaie sont juste des investisseurs, mais qui ne connaissent rien sur le côté technique. Voilà. Hop. Un autre sujet qui touche énormément en ce moment la France, malheureusement, nous, on est encore sur des chèques papier. On est en 2026. Le gros problème qu'il y a, le chèque de banque n'est pas comme un chèque d'un particulier. Un chèque de particulier, on notait, et puis c'était les deux banques en fait qui après regardaient si les fonds étaient bien présents chez le client A pour le client B. Là, c'est une banque qui émet directement un chèque pour un achat d'un véhicule. Donc qu'est-ce qui se passe sur cette fraude-là? C'est assez simple en fait, il y a une personne qui va mettre son véhicule en vente sur une plateforme, et puis en fait le fraudeur va se dire OK, je veux acheter votre véhicule, est-ce que vous pouvez me donner les infos pour pouvoir vous payer? Puis en fait, la personne va donner toutes les infos, qui va les noter, et puis lui va refaire une autre publication de la même voiture en vente, mais avec beaucoup plus, avec le même prix hein, forcément, mais avec beaucoup plus d'options. C'est-à-dire au lieu d'être un litre 5 TDCi, là ça va être la voiture version rallye, puis les gens vont se dire waouh, le prix est génial, j'y vais. Et là il va donner les infos de paiement donc de la personne, de la première personne. Et puis en fait, il va demander donc à la personne qui veut acheter, au fraudeur, est-ce que tu peux me donner une photo pour que je puisse faire les vérifications avant de venir avec le véhicule? Une fois qu'il a la photo, il l'envoie au premier qui se dit je vais vérifier, monsieur. Il fait sa vérification, tout est correct. Le moment où ils arrivent tous les deux sur place, il donne le faux chèque de banque qu'il a simplement imprimé. Moi, il y a des façons de vérifier. Tout le monde me dit la police, hein, les banques, mais pourquoi personne ne vérifie? Moi, je connais pas. Enfin, j'ai vendu des véhicules hein, par le passé. J'ai jamais pris de filtre ultraviolet. J'ai jamais fait plus que d'appeler la banque pour partir, enfin pour donner le véhicule à l'acheteur. Puis l'acheteur, qu'est-ce qu'il fait? Il part avec le véhicule. Maintenant, nous, on a plus de préfecture. On a un guichet unique qui fait donc les cartes grises, qui fait aussi le SIV, donc c'est-à-dire c'est le service qui fait aussi les plaques d'immatriculation et ainsi de suite. Eux, ils usurpent des identités de société pour pouvoir faire nouvelle carte grise, nouvelle plaque d'immatriculation, et puis en fait, ils revendent le véhicule, puis l'argent disparaît. Et souvent, c'est classé sans suite parce que la personne d'après, donc, qui achète finalement le véhicule, elle l'a acheté de bonne foi. Et puis, pour l'État, pour le droit, pour la police, pour la banque, on ne peut pas enlever un véhicule à une personne qui l'a acheté de bonne foi. Donc voilà, vous avez un prêt plus une perte de véhicule. Ça fait vraiment beaucoup de ravages dans
dans la ville de Lyon, chez nous. Vous voyez, toujours en France. Non seulement ça, mais en plus de ça, je crois que vous avez arrêté tout ce qui est chèque de banque, chèque et autres. Donc voilà, vous êtes dans le futur, bravo. Mm. Ouais, ouais. Mm. Ouais, ce qui n'est pas le cas en France, hein. En Suisse, c'est un peu le cas aussi, mais pas en France. Une autre fraude qui fait... Les questions, ce sera après, hein. On va essayer de ne pas interrompre trop l'orateur. Il y aura un temps vraiment de questions-réponses. Donc, si vous voulez bien, gardez vos réponses au chaud, vos questions au chaud pour tout à l'heure. Merci. Pour continuer, la fraude à l'énergie, pareil, elle explose. Pourquoi? En fait, les fraudeurs, à chaque fois qu'ils voient qu'une nouvelle offre arrive en France, ils surfent vraiment dessus. Là, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de personnes qui veulent bénéficier, par exemple, de panneaux photovoltaïques, veulent changer leurs fenêtres, veulent se chauffer différemment parce que l'énergie prend de plus en plus de moyens aux Français. Très bien, la France propose une offre. Donc, il y a des personnes qui vont pouvoir venir chez vous, faire un diagnostic et puis vous proposer donc même de faire pour vous le prêt. Le problème qu'il y a, c'est que vous donnez un mandat à la société. La société va venir vous voir et vous dire, écoutez, bah là, par exemple, pour mettre des panneaux photovoltaïques chez vous, ça va être 16 000 €. Je m'occupe de faire le prêt. Remplissez les documents ici. Puis le document, c'est un simple papier, hein, je le réimprime. Sauf qu'au lieu de faire 16 000, j'en ai pour 46 000. Et puis, en fait, il n'y a plus personne qui vient faire les travaux après. C'est un gros problème. Non seulement, il y a des sociétés qui le font, mais quand ça va, les sociétés, elles emploient des gens qui vont aller chercher des potentiels acheteurs. Et puis eux, quand ils font valider un contrat, ils prennent 4 000 €. Donc, ils vont voir une société qui a pignon sur rue et qui travaille très bien. Et pareil, c'est eux qui encaissent l'argent avant de le donner à la société. Donc souvent, ils disparaissent et puis c'est la société qui est visée. Donc voilà, c'est vraiment un sujet en ce moment qui fait beaucoup de bruit. C'est très, très problématique, très sensible. Et puis surtout, le mandat, pour moi, est complètement illogique. Et puis voilà. Hop. On arrive à la partie me concernant. Vous avez mon site internet en dessous. Vous avez aussi mon compte LinkedIn. Alors, un jour sur deux, assez souvent, on va dire, justement, toutes les nouvelles techniques de fraude. Je fais aussi beaucoup de, comment dire, politique au niveau des sociétés en France, parce qu'il y a encore ce côté très tabou qui, pour moi, est dérangeant. Je partage aussi donc des retours d'expérience, des enquêtes qu'on a fait. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez beaucoup de questions. Et si vous avez envie de discuter avec moi, même si vous avez des questions, vous avez envie qu'on vérifie des choses pour vous, ça coûte rien. Si jamais un jour vous êtes devant votre téléphone, votre ordinateur ou avec un appel, raccrochez, écrivez-nous, appelez-nous, on regardera pour vous. Et puis voilà. Jonathan, merci beaucoup. On peut l'applaudir, hein, s'il vous plaît. Merci. Alors, je parlais tout à l'heure de génie créatif. Ce n'était pas de l'humour, hein. Vous êtes rendu compte maintenant que les escrocs, les fraudeurs exploitent tous les moyens possibles pour vous soutirer de l'argent. C'est quand même incroyable, toutes les techniques. Il y a des choses, moi, je n'ai pas tout compris, hein. D'ailleurs, je lis tes publications, mais par contre, je ne comprends rien. J'ai quelques questions avant de laisser la parole aux auditeurs. Tu avais parlé d'OSINT. Oui. C'est un terme qui revient souvent maintenant, j'en vois de plus en plus. C'est en fait utiliser toutes les techniques possibles sur l'Internet, donc tout ce qui est disponible, oui, tout ce qui est public, pour croiser des informations, retracer, retrouver des informations sur des personnes. Oui. J'ai vu qu'il y a des formations pour ça. Beaucoup de personnes s'y forment, les services de police. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Donc, OSINT, donc Open Source Intelligence, en français c'est ROSO, de recherche d'origine en source ouverte. Donc ouvert, c'est justement tout ce qui est ouvert au grand public et légal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'OSINT avec justement le piratage. Alors, en fait, c'est une méthodologie,
c'est-à-dire savoir rechercher différemment sur Google, parce qu'en fait, quand on tape sur Google pour aller chercher par exemple un manteau, c'est déjà de l'osine quelque part. Mais le faire avec la bonne méthodologie, les bons outils et la connaissance pour mieux chercher, avec des guillemets, avec d'autres possibilités d'infos, ça me permet justement de chercher vraiment euh, plus ciblé ce que je trouvais, pour vulgariser. Et justement, par rapport à ça, pour éviter des fraudes possibles, éventuelles, quels conseils tu pourrais te donner par rapport à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, ah, tiens, je vais bientôt partir en vacances, je ne suis pas là pendant une semaine, un mois, ou j'ai acheté une voiture, ou Exactement. tu as parlé des crypto-monnaies, c'était une des questions que j'avais mis. Les influenceurs qui se vantent d'avoir des crypto-actifs, et puis après on apprend qu'ils se sont fait carjacker, homejacker, ils se sont fait kidnapper, etc. Mhm. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil par rapport à ça? Aujourd'hui, de toute façon, hein, la phrase vivons cachés, vivons heureux prend tout son sens. Le gros problème, c'est justement ce qu'on laisse, pas seulement sur le côté fraude et sécurité, mais aussi pour nos enfants. Il y a énormément de choses qui, pour moi, sont dérangeantes. De laisser, déjà, on ne laisse pas le choix. On prend des photos de nos enfants qu'on met sur les réseaux, et ça, pour moi, c'est assez problématique. Aujourd'hui, même beaucoup de sujets aussi de jeunes filles qui faisaient les influenceuses avant et qui aujourd'hui se retrouvent à avoir leurs photos qui ont été détournées. Ça prend vraiment en ce moment une nouvelle reconnaissance, et pour moi c'est assez inquiétant. Honnêtement, moi j'essaie de laisser ce que je trouve pertinent en ligne, et le reste je ne le fais pas apparaître. Vraiment tout ce qui est personnel, tout ce qui est en lien avec vos achats, en lien avec vos dépenses, votre fortune, et même vos données personnelles, parce que même si vous n'avez pas concrètement beaucoup de fonds, par exemple, moi je connais beaucoup de personnes qui, pour la fraude aux faux conseillers, se disaient c'est pas grave, j'ai pas de fonds sur mon compte bancaire, je ne risque rien. Sauf que ben oui, mais souvent les cartes bancaires avaient des couverts autorisés, et puis les personnes allaient taper ce découvert autorisé et après se retrouver devoir faire un prêt pour vivre les mois d'après. Et c'était très compliqué pour eux. Donc aucune donnée en ligne pour moi. Et ce que tu expliquais, ça fait appel à un sujet qui est ressorti il y a vraiment pas longtemps, l'intelligence artificielle Grok, Oui. donc d'Elon Musk, Oui. où on a retrouvé, ça a été mis dans les infos il y a une semaine ou deux, enfin, il y a quelques semaines, pas plus, où des jeunes filles, des jeunes dames qui retrouvaient leurs photos dénudées Exactement. sur cette intelligence artificielle, parce Oui. que en fait, Grok n'a pas de limite. Oui. Là où ChatGPT, par exemple, tout ce qui est sexuel, domaine sexuel, c'est tabou, enfin, il y a des limites. Mm. Grok, on peut demander, ben voilà, j'ai récupéré une photo en ligne d'une dame qui est habillée, je lui demande des habits là, mets-lui un bikini, etc. Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose qui maintenant, depuis. Alors, on en parle récemment parce que Grok a mis ça en lumière, mais en fait, il y a énormément d'IA qui sont sans limite, hein, qui sont échangés, modifiés et présents sur des forums, y compris Telegram, Dark Web et ainsi de suite. Et en fait, qui permettent déjà de faire ça. Et oui, ça prend de l'ampleur. Malheureusement, c'est des choses qui servent donc à faire du mal, du énormément de choses. Je pense que le cyberharcèlement prend aussi énormément, là, depuis dans 3-4 ans, énormément de pouvoir. Et malheureusement, c'est parfois pire que le côté financier, parce qu'on parle de personnes parfois très jeunes. Et c'est très dur à gérer. Et ça va encore plus loin, puisque tu avais parlé de deepfake. Donc les deepfakes, pour ceux qui ne savent pas, si tu peux juste Oui, bien sûr. rapidement expliquer. Un deepfake, c'est clairement la possibilité de, pendant un échange, imaginons que je sois en échange visio avec toi, je récupère le visage de quelqu'un ici présent. Alors en plus, c'est très simple, hein, pour ensuite le mettre sur mon visage pendant que je te parle. Donc ça va imiter quand je tourne la tête, ça va imiter quand j'ouvre la bouche, peut-être parce que j'ai envie de faire. Le visage que j'aurais volé ou emprunté le fera pour moi. Et une dernière chose, après je vous laisserai le temps de parole. Tu en as parlé aussi. Surtout, il faut essayer, et je l'avais lu dans une de tes publications, ne pas essayer de jouer au malin avec les fraudeurs. Oui, oui. Il y a beaucoup il y a beaucoup de plus en plus en fait de personnes. Par exemple, les numéros de téléphone maintenant qui sont usurpés ne sont plus celui des banques, mais des particuliers. Et il y a beaucoup de gens qui au début insultaient, et puis c'était quelqu'un derrière qui avait rien, qui se prenait donc
un flot d'insultes. Sauf que maintenant, beaucoup de fraudeurs le font avec des numéros jetables. Et eux, par contre, vont jouer aussi avec vous. Le problème qu'il y a, c'est que dernièrement, il y a une personne qui m'a contacté, qui a voulu jouer justement à l'enquêteur, ou plutôt au malin avec les fraudeurs, qui l'ont menacé. Et puis, ils avaient toutes ses fuites de données, donc son adresse, donc toutes ses infos, son numéro de téléphone, l'endroit où il travaillait. Et finalement, il a appelé au secours, à l'aide. Puis la police, oui, mais il vous est rien arrivé pour l'instant. Donc, on ne peut rien faire. Et ça, c'est un autre problème. Je pense que vraiment, quand il vous arrive quelque chose, silence radio, je le déclare, hein, je fais une déclaration en ligne au commissariat, mais je ne vais pas jouer avec eux, très clairement. On n'est pas du même monde en plus. Donc voilà. Merci beaucoup. On peut encore Je vous en l'applaudir. prie. Merci. Maintenant, vous levez la main, je viens vous tendre le micro, une question par personne. Si encore un peu de temps, vous pourrez reposer une deuxième question. Merci, bonsoir. Avant de poser ma question, juste au sujet des deepfakes et des nudes et tout ça, c'est hier ou aujourd'hui, l'Union nationale du sport scolaire en France a été piratée. Et il y a 1,5 million de photos d'enfants, jeunes enfants, parfois en maillot de bain, etc., qui ont été piratés, revendus à des fins que vous imaginez bien. Ma question, peut-être de vocabulaire, c'est la différence que vous faites entre escroc et fraudeur. Oui, bien sûr. Alors moi, pour le coup, escroc, fraudeur, pour vulgariser, je mets tout le monde dans le même panier. Enfin, clairement, je parle des solutions pour arriver à la fraude, mais l'escroquerie est pour moi proche ou similaire. Oui, mais effectivement, il y a un terme particulier, même juridique, sur escroc et fraudeur, qui en compte normalement, effectivement. J'avais vu des... Et donc, vous avez dit, par exemple, sur Amazon que vous avez... Ah, pardon. Donc, vous avez dit sur Amazon que vous ne mettiez pas votre prénom, mais d'autres choses que vous faites au quotidien que nous, on pourrait appliquer. Déjà ça, donc ne pas vivre avec son identité personnelle. Comme j'avais expliqué tout à l'heure aussi, couper le moyen de paiement en ligne. Après, vous avez des applications, par exemple comme On-Off. En fait, On-Off permet de vous donner un numéro de téléphone secondaire dédié ou une adresse. Pareil, vous pouvez aussi utiliser une adresse mail potable. Là, c'est exactement pareil, mais avec un numéro de téléphone. En fait, On-Off vous permet de, à partir de votre numéro de téléphone, d'avoir 5 autres numéros de téléphone qui peuvent servir pour vos annonces en ligne, qui peuvent servir aussi, par exemple, pour votre recherche d'emploi, et un autre qui peut servir pour votre recherche d'habitation, par exemple. Enfin voilà, c'est d'arriver à tout ce qui concerne une donnée ou qui vous relie à vous en tant que donnée ne soit pas visible. Donc voilà, adresse email jetable, numéro de téléphone jetable, faux nom, prénom, et puis voilà. J'entends ce que tu nous dis, en fait, c'est à un moment donné, c'est pas rentrer dans une parano d'avoir tous ces alias, Oui. ou est-ce qu'il y a vraiment une menace réelle? Parce que, oui, ok, il y a de la fraude, mais est-ce que on doit vraiment arriver jusque-là? Oui, parce que imaginons que vous faisiez partie des données qui ont été blanchies, c'est-à-dire vous avez cliqué sur un lien et vous avez validé un paiement. Clairement, là, oui, il y a de quoi être parano. J'ai entendu une phrase il n'y a pas longtemps qui m'a fait sourire et que j'aime bien utiliser, c'est faut pas être parano, mais seuls les paranos survivent. Donc voilà. Non, clairement, en fait, il faut savoir que le gain qu'ont les fraudeurs ou les pirates ou les escrocs, hein, parce que je les mets tous dans le même panier, arrivent à faire un financier. Très clairement, oui, tout le monde peut être. Et puis, moi, je préfère me dire que je suis parano, mais j'ai pas été fraudé pour l'instant. Alors que tous mes collègues ou tous mes amis, famille, ont été fraudés. Ils me disent tous, non mais c'est trop parano. Oui, ok. Qu'il leur arrive tous quelque chose. Voilà. Et donc, moi, j'avais une deuxième question. Ah. J'ai dit, hein, une question par personne. Et s'il y a le temps, je vous repasse le micro. Vous parlez de numéro jetable, mais en fait, chaque numéro doit être lié avec un compte. Je m'explique. L'ICA, je pense, avant, on pouvait acheter une carte LICA, on ne devait pas s'enregistrer. Maintenant, on doit s'enregistrer. Donc, comment est-ce que vous pouvez... comment est-ce qu'on peut obtenir ces numéros qui ne sont pas identifiables, entre guillemets? C'est l'application On-Off, comme ON/O2F. On-Off, comme On-Off. Cette application sert justement, vous rentrez votre numéro de téléphone dessus,
En fait, on vous propose, donc bien sûr, hein, si la police veut vous retrouver, ils font une réquisition judiciaire et ils retrouvent le numéro de téléphone principal pour savoir à qui il appartient. Mais si quelqu'un prend votre deuxième numéro de téléphone jetable et qui va essayer de savoir qui est derrière, si vous n'avez pas laissé de données en lien avec celle-ci, ils vous retrouveront Et donc on jamais. va sur un site on-off Oui. et là on crée Oui, c'est un une numéro. application ou un site. Vous avez déjà votre numéro de téléphone. En fait, on vous demande de vous inscrire. Vous donnez votre numéro de téléphone principal. Et Oui, là, on va vous dire, bah, voici 5 numéros de téléphone secondaires Ok. que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez. ok, merci. Je crois que c'est passé payant. Je ne sais pas le tarif, mais je crois que c'est pas trop cher. 5 € par mois. Bon, voilà. J'ai pas d'action chez eux. Hein. C'est juste que c'est les seuls à faire ça pour l'instant. Donc voilà. Vous nous dites d'aller sur des applications telles que on-off ou quoi, mais vous n'avez pas peur qu'à ce moment-là, on se fasse pirater aussi par ces applications? Effectivement, ouais, c'est ce que je dis tout à l'heure. Le côté parano, quelque part, c'est si je devais choisir, je m'inscris nulle part. C'est le problème. Le sujet avec on-off, c'est que est-ce que je peux donner un faux nom prénom? Je ne sais pas s'ils font une vérification d'identité. S'ils font pas de vérification d'identité, je donne un faux nom prénom, mon numéro de téléphone. Donc ils ont que l'info réelle de mon numéro de téléphone. Et puis derrière, si c'est un faux nom prénom et que c'est piraté, c'est pas un problème. Voilà. Faut toujours penser à après. En fait, quand il va y avoir un vol de données, maintenant, moi, je pense toujours comme ça. S'il y a un vol de données, qu'est-ce qu'on récupère de moi? Et puis, tout à l'heure, vous parlez de l'ICA. Nous, en France, par exemple, on a par exemple, Free qui est déclaratif. Alors, attention, je ne vous engage, enfin, je vous demande pas d'aller frauder, mais est-ce que si je me présente chez Free et que je fais une petite erreur sur mon nom, une petite erreur sur mon prénom, ils ne me demandent pas ma pièce d'identité, on est d'accord? Je paye 2 € par mois pour un abonnement, bah, c'est bon, j'ai un numéro de téléphone qui est enregistré au nom, prénom de quelqu'un d'autre et puis que je peux utiliser. Quelque part, je ne vous demande pas de frauder, mais quelque part, est-ce que l'État ou les sociétés nous protègent assez? Donc, il y a une frontière, est-ce que vous avez envie de la dépasser ou pas? Moi, j'ai fait un choix qui est peut-être limite, mais au moins je sais que j'ai pas de risque derrière me concernant. Puis j'ai pas envie de faire aux sociétés concernant mes données personnelles. Voilà. Alors, moi, je vais vous expliquer un fait qui s'est passé il y a 2 Mhm. suite à un clic sur une messagerie, je me retrouve avec l'ordinateur bloqué. Donc, j'appelle le numéro qui est indiqué et on me dit c'est la police des fraudes. Donc voilà, ben on me demande de regarder toutes les cartes. Et à un moment donné, donc vérification des cartes, naïvement. Mais je ne m'y attendais pas du tout à ce genre de choses, d'autant plus voyant mon écran bloqué. Là, je dis, ça y est, en plus, il se présente comme quelqu'un qui va résoudre le problème, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Je me suis dit en moi-même, j'aurais dû quand même attendre et j'aurais espéré plutôt que ça soit après la conférence qu'avant. Voilà. Alors, justement, la question aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un mail, PayPal, avec une somme à payer. Donc voilà. Mais ne sachant pas récupérer par un scan le QR code indiqué sur l'écran, ils n'ont pas pu prendre. Par contre, on voit bien, je vous le dis parce qu'il faut que vous le sachiez vous tous, c'est qu'il y avait un numéro de téléphone correct, belge, un nom, prénom. Voilà. Et l'achat est effectué sur Dijon, en France. Donc, le fait de voir tout sur écran de la part du fraudeur, est-ce que c'est quelque chose à tout modifier au niveau des cartes? Je dirais peut-être l'identité, peut-être pas, parce que l'identité, on retrouve toujours. Mais au niveau, par exemple, la carte d'identité aussi, Oui. est-ce qu'il faut faire quelque chose? Et de tous les cartes bancaires, en quelque sorte. Juste avant de répondre, je voudrais quand même qu'on le remercie pour son témoignage, Exactement ce que j'allais parce dire. que témoigner d'être le cas de fraude, d'arnaque comme ça, comme tu le disais aussi tout à l'heure, souvent on est honteux. Et donc on peut quand même l'applaudir pour ce témoignage. Oui, félicitations, je suis d'accord. Oui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. En France, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une dame qui s'est fait arnaquer pour un cas, justement, une fraude à l'amour, hein, comme j'aime l'appeler.
C'était Brad Pitt qui lui avait écrit. Voilà, le gros problème qu'il y avait à ce moment-là, et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que je voyais beaucoup de gens qui se moquaient de cette dame-là, y compris des clients que j'avais eus et qui avaient été, eux, fraudés pour les mêmes types de fraudes, avec des femmes qui étaient inconnues, mais qui étaient quand même de la fraude. Et pour moi, c'est un gros sujet sensible aujourd'hui. Il ne faut vraiment pas avoir honte, comme j'ai dit, hein. Tout le monde pense que les scammers sur ces sujets-là sont comme à l'époque, dans des pays où ils ne font que ça. Très clairement, ils sont avec nous tous les jours. Moi, je travaille je donne des cours dans les écoles de lutte contre la fraude et de cybersécurité. Et dans les écoles de cybersécurité, il y a d'anciens fraudeurs, d'anciens scammers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est des gens très jeunes, mais qui sont très très forts avec l'électronique. Pour reparler de votre Pour ce sujet, qui est de, excusez-moi de vous interrompre, le papier, le mail que j'ai reçu avec le PayPal, si ça avait été débité, est-ce que le fait que PayPal, on dit toujours qu'il y a une garantie, est-ce que tout est faux ou c'est véridique, ce genre de papier? Peut-être pas le numéro de téléphone ni le nom et prénom auquel cet argent va arriver. là, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous parlez de l'assurance? Je vous chez PayPal? montrerai tout à l'heure le mail Oui, que ok, j'ai je veux reçu bien regarder. et vous me dites si c'est du faux ou du vrai, en quelque Ok. sorte. Bon, de toute façon, si c'est envoyé par un écran qui est bloqué et qu'on vous demande de vérifier des cartes, déjà la police de la fraude, j'aimerais bien y travailler, mais elle n'existe pas. Voilà, je vais peut-être la créer. Mais très clairement, pour moi, c'est frauduleux. Si ça commence comme ça, et déjà PayPal, ils vous contactent que très rarement, comme pour les banques et ainsi de suite. Souvent, quand j'ai un litige PayPal, que ce soit de l'argent qui a été dépensé, et que c'est pas moi, ou il y a un paiement, j'ai jamais reçu la marchandise, c'est à moi de les contacter. Et en fait, il faut vraiment vous rendre compte que les personnes qui gèrent la fraude chez PayPal ou dans les banques ne sont pas du tout sur le regard des flux personnels de chaque personne. C'est vraiment, ils ont de la data devant eux avec des règles prédéfinies. Et en fait, ça va toucher une masse. Mais ça ne va pas toucher une personne en particulier. Ils ne vont pas s'amuser. En plus, des comme vous, il y a dû en avoir peut-être 30 000 dans la semaine. Et ils ne vont pas s'amuser à les appeler, très clairement. Ni à les contacter via un écran interposé, et ainsi de suite. Voilà. Donc pour moi, c'est frauduleux. Comme je dis tout à l'heure, prouvez-moi le contraire. D'autres questions? Là-bas derrière, devant. Merci, bonsoir. J'ai remarqué aussi, la plupart du temps, quand tu t'inscris sur des sites gouvernementaux, après cette inscription, tu as une recrudescence d'appels, de mails frauduleux. Qu'est-ce qui est mis en place pour, par exemple, en France, quand tu t'inscris sur INPI ou bien quand tu vas sur URSAF, dès que tu as fait l'opération, la semaine qui suit ou bien les 2-3 semaines qui suivent, des mails, des appels de tous les côtés. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui justement pour garantir une sécurité de la part, du point de vue des données personnelles des personnes qui viennent pour réclamer ces services publics-là? C'est une bonne question. C'est comme pour, vous savez, quand vous devez recevoir un colis, quelque temps vous recevez un colis est en attente en douane ou un colis est bloqué. Comment ils font pour avoir accès à ces données-là? Je pense qu'il y a des sociétés qui ont été piratées, ou alors par exemple l'API de livraison est visible, et puis en fait les fraudeurs l'utilisent pour faire là il y a un colis qui part, qui arrive chez lui, on va lui envoyer à ce moment-là l'information. Ça doit être exactement pareil pour l'URSSAF et autres, parce qu'il y a des déclarations qui sont faites à plein de sociétés qui font justement des publications en ligne ou qui vont aussi vous contacter, vous savez, pour la domiciliation d'entreprise ou des choses comme ça. Malheureusement, elles sont ouvertes pour ça. Pour moi, il faudrait que ce soit plus visible, le fait de je ne partage pas les infos de création de ma société ou de mon colis ou ainsi de suite aux autres ou même aux sociétés partenaires et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, pour l'instant, ce n'est pas en cours. Je pense que le gros problème, comme j'ai dit tout à l'heure, tant que les sociétés ne perdent pas d'argent, bon, c'est aux gens de faire attention. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. La vraie. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'on a la possibilité de tout effacer du coup? Parce Alors, que là, nous, toutes nos données sont déjà en ligne, nos numéros de téléphone, nos comptes bancaires. Exactement. Est-ce Très qu'on peut bonne faire question. marche arrière ou pas? Très bonne question. Il faut imaginer Internet, la blockchain, comme un livre où tout ce que vous allez mettre ne disparaîtra pas. Alors, je vous explique. Vous allez contacter Google pour faire supprimer quelque chose. Google va le supprimer,
Mais si une personne qui a vu passer ça s'est dit « Oh, génial, je l'ai enregistré », vous l'avez fait supprimer. Alors, il y a même des sociétés avec lesquelles j'ai du mal qui se font payer pour supprimer pour vous. Bien sûr, ils vont supprimer pour vous. Mais la fois d'après, la personne va republier et puis ah, mais vous avez fait supprimer. C'est pas à vie. Donc la personne va republier. Et souvent, il y a des sociétés qui suppriment pour vous et puis il manque un peu d'argent. Ils vont republier eux-mêmes pour vous redire on a revu passer votre publication. Vous voulez qu'on l'enlève? Il faut repayer à nouveau. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est que voilà, c'est une boule de neige, ces sujets frauduleux, malheureusement. Donc là, maintenant, concrètement, pour Amazon, moi, j'ai déjà mon nom, mon prénom et toutes mes données. Est-ce que je peux faire marche arrière ou pas? Ça, oui, c'est différent. Moi, je parlais de ce que vous postiez, mais par exemple, sur Amazon, vous leur écrivez, vous dites, voilà, je fais usage de mon droit, je veux supprimer mes personnels. Là, ce qui va se passer, c'est qu'Amazon va vous dire, oh oui, on va les supprimer, mais on doit les garder 1 an légalement. Pour, si imaginez, il y a une réquisition judiciaire sur un souci frauduleux, souci au paiement, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais oui, je vous encourage à le faire, c'est-à-dire vraiment supprimer vos données pour recréer un compte avec des données différentes. Voilà. Mais pour la livraison, alors, puisque tu parles d'Amazon, Comme j'ai si dit, tu te fais livrer chez toi Oui. avec un autre nom, est-ce que le livreur, à un moment donné, ne va pas se poser des questions? Moi, tout simplement, le livreur, il vient chez moi presque tous les jours. On est d'accord? Au bout d'un moment, je vais le voir, je dis écoute, j'ai ma belle-mère et mon beau-père qui arrivent, je vais mettre leur nom, au moins tu sais, hein, voilà, c'est Claude et Michel, au moins tu es au courant, d'accord? Oui, ok. Puis il s'en va. Puis quand il s'en va, il revient le lendemain donc avec les lettres de Michel et Martine ou peu importe. Je dis bon, ok, merci. Par contre, je t'explique, je vais enlever mon nom, prénom à moi parce que je vais me faire livrer au travail. C'est ok pour toi? Oui, ok, pas de problème. Et puis en fait, il va livrer au nom de Michel et de Martine tous les jours, sans savoir qu'en fait, il n'y a pas mon beau-père et ma belle-mère, mais que c'est moi qui reçois au nom de Martine et Michel. Et si jamais c'est toi qui ouvres la porte? C'est pas un problème. Est-ce qu'il y a encore des questions? Les premières questions, après on passera aux deuxièmes questions. Je voulais savoir quels sont les moyens mis en place maintenant pour attraper ces fraudeurs. Est-ce que ils sont plus balèzes eux que la justice ou Question fâcheuse. Non, je pense que, on l'a vu, hein, le monde se digitalise de plus en plus. La police était vraiment présente sur le terrain, était très formée. Maintenant, il faut se former aussi en ligne. Et pas toutes les polices sont formées pour la partie en ligne. Alors attention, je dis ça entre guillemets parce qu'il y a des polices qui sont très très fortes sur la partie crypto, la partie cyber, ainsi de suite, mais c'est des petites cellules et il manque de moyens, il manque de monde. Enfin, vous le voyez un peu de partout, hein, il manque de moyens de partout. Et le gros problème, c'est que les fraudeurs, eux, ils ont le temps d'étudier la cybersécurité, ils ont de l'argent, ils ont des ordinateurs justement gratuitement grâce aux fraudes qu'ils font. En fait, c'est beaucoup plus simple. Je dis toujours aussi une chose, c'est beaucoup plus facile d'attaquer que de défendre. C'est exactement pareil. Retrouver quelqu'un ou dernièrement, on a eu une enquête comme ça. On a réussi à trouver quelqu'un qui avait justement piraté un site e-commerce pour des bons d'achat et il y avait 3 millions d'euros qui étaient dehors. On nous a demandé d'enquêter. On regarde, on s'est dit bon, comme d'habitude, ils se sont bien cachés. Puis en fait, la personne qui a fait ça, c'est un jeune qui est aspergé, qui s'est pas du tout caché, qui trouvait ça fun. Et puis en fait, on a même les vidéos dans le magasin où il va chercher ses commandes. Il a laissé son nom, prénom. Tous ses comptes sont ouverts. On l'a retrouvé dans des fuites de données. On l'a retrouvé un peu de partout. Donc on s'est dit, ou c'est une usurpation d'identité, ou il y a un problème. Puis non, donc il y en a encore qui... En fait, il y a aussi ce côté impunité. Ils se disent, de toute façon, je risque rien. C'est pour ça qu'avant, il y avait beaucoup de fraudes qui étaient postées sur le dark web. Puis qu'ils ont vu que la police faisait rien, on est passé sur Telegram, on est allé sur Snapchat, on est allé sur Facebook. Maintenant, il y a même des pubs sponsorisées sur YouTube et Facebook pour de la fraude. Donc, quelque part, pourquoi je vais me cacher? Le temps qu'on me retrouve, et puis aussi quel montant? Pourquoi? Qui va porter plainte? Maintenant, les gens portent même plus plainte, le montant est plus assez élevé. Donc, en fait, c'est pareil, une boule de neige inversée. Donc, c'est un peu pessimiste, mais c'est vrai, malheureusement. J'espère que personne ne va pleurer après, hein, je suis désolé. On va pas pleurer, mais on va te poser encore des questions. Sans problème. Bonjour. Oui. Pour être sûr qu'on ne va pas nous voler
du Bitcoin, du Solana ou des trucs dans ce genre-là. Parce que moi, ce que j'ai constaté, hein, dernièrement, j'ai suivi une espèce de forum dans un groupe, hein, juste par curiosité pour voir jusqu'où ça allait. Et au final, c'était de l'arnaque, parce que tout simplement, ils avaient créé une fausse plateforme de crypto-monnaies, et surtout créé de fausses crypto-monnaies qui n'existent pas. Et je voyais des gens qui investissaient là-dedans, je me disais, mais c'est des malades ces gens-là. Hein. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de plus en plus de personnes qui sont en détresse financière et qui justement voient des cryptos qui prennent 100% en un mois et qui vont sans même chercher. Alors moi, j'ai commencé ma carrière à la Maison du Bitcoin, pour la petite histoire, et on offrait tous les jeudis une formation gratuite sur les cryptos et sur la sécurité des portefeuilles. Quand la crypto a commencé à grimper, on disait aux gens, allez vous former gratuitement et ensuite on vous fait votre portefeuille et on vous accompagne, tout est gratuit. Ben, les gens s'en foutaient complètement et voulaient investir tout de suite pour gagner de l'argent sans même connaître la tech. Mon gros problème, c'est ça, c'est que les gens veulent à tout prix être riches, mais sans savoir comment y arriver. Et c'est le gros problème, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas se faire avoir, c'est créer un portefeuille dont vous êtes le seul. Déjà, quand vous voulez acheter, regardez quels sont le top 3, top 5 des plateformes où vous pouvez acheter, Binance, Kraken, et ainsi de suite. Commencez à regarder comment on achète. Ensuite, faites un portefeuille, j'ai envie de dire, qui est, alors si vous mettez des grosses sommes, en dehors de la plateforme, parce que imaginez que vous mettiez de l'argent sur Binance et que demain, Binance soit piraté. Ben, vos fonds disparaissent. Ce n'est pas Binance qui vous l'a envolé, c'est un pirate. Moi, je conseille toujours, quand vous avez des fonds, faites une clé Ledger, faites un portefeuille sur votre téléphone, peu importe, hein, il y a d'autres solutions, mais au moins qui est déconnecté, j'ai envie de dire pour vulgariser, d'Internet, qui est déconnecté, un cold wallet qui est déconnecté de la blockchain en tout temps. Dernier point là-dessus, j'ai lu que l'IA allait craquer le Bitcoin. En fait, depuis maintenant 5 ans, l'IA doit craquer tout. Ouais. Sauf que pour l'instant, je me rends compte que l'IA devait nous remplacer. Elle devait me remplacer dans mon dernier emploi. C'est pour ça qu'on m'a montré la sortie, parce que je parlais aussi beaucoup de fraude. Et puis, ils ont cherché encore 3, 4, 5 personnes. Depuis, l'IA n'a rien fait. Donc, oui, peut-être, mais pas tout de suite. Et puis, il faut savoir que l'IA ne fait rien d'elle-même. Il y a toujours une validation derrière par un humain. Donc, j'y crois peut-être, avec le quantique aussi. On parle du quantique depuis longtemps. Mais on n'est pas encore au moment où ça arrive. Donc pour l'instant, je m'y inquiète pas. Je m'en inquiète pas. Voilà. Ouais, parce que c'est très virtuel. Hein. Oui. Dites-moi, moi ce que je voudrais savoir, c'est les garanties. Parce que j'ai déjà eu une arnaque, en fait, d'où mon banquier m'a appelé pour dire qu'il y avait un problème d'arnaque. Et donc, il me dit qu'il a donc fermé et cette arnaque n'a pas été effectuée. Sauf que j'ai eu une arnaque de 400 € que j'ai enregistrée. Et oui, j'enregistre souvent ce que je trouve un peu pas normal. Et quand je suis rentré en France, parce que j'étais en Italie, j'ai été voir mon banquier en disant, voilà, vous m'avez appelé et je ne comprends pas, vous m'avez barré 600 € d'arnaque. Par contre, j'ai eu une arnaque de 400 qui elle-même n'a pas été... Et donc, il me dit, c'est pas possible, machin et tout. Et je lui sors l'enregistrement du banquier qui m'a appelé. J'ai été remboursé. Et quand je parle de garantie, est-ce que les banques garantissent éventuellement les arnaques qui ont été faites au nom de la banque? En ce moment, il y a justement un bras de fer, ce que je disais tout à l'heure, entre les banques, les fournisseurs téléphoniques et les victimes. Le gros problème qu'il y a, c'est que les banques aujourd'hui doivent rembourser, sauf si elles arrivent à prouver que vous avez été négligent. Comment elles font? Ok, on va vous rembourser, mais allez déposer plainte. Vous allez déposer plainte, et quand vous allez expliquer ce que vous avez fait devant le policier qui va prendre votre plainte, vous allez dire que vous avez donné vos codes. Et eux, ils vont prendre cette plainte-là, et ils vont dire « Ah, mais là, vous l'avez marqué dans votre plainte, vous avez été négligent. » On ne rembourse pas. En espérant que ça n'aille pas plus loin juridiquement, parce que bon, dans la plupart du temps, en ce moment, c'est 50-50, ils perdent ou vous gagnez. Mais très clairement, si demain, il y a une fraude qui vous arrive côté bancaire, ne donnez pas votre plainte à la banque. Très clairement, vous allez déposer plainte, la banque vous le demande, vous dites non, je veux être remboursé. Mais vous ne donnez pas votre plainte, parce qu'elle va se servir de cette plainte-là pour dire vous avez été négligent, c'est écrit ici. Et ça va être très très dur d'arriver à avoir gain de cause. Donc il y a des garanties pour tout ce qui est paiement non voulu, mais tant que vous n'avez pas, vous, validé. Et c'est sur ça qu'ils vont jouer. Si vous validez quelque chose, c'est vous qui êtes négligent. Il y a quand même des assurances au niveau des banques
pour Des assurances, garantir une arnaque. Oui, mais le but, c'est, vous savez comment c'est, hein. Les assurances, elles ne sont pas là. J'ai travaillé pour une société dernièrement qui ne parlait, enfin, qui ne jurait que par son assurance. Au bout d'un moment, à 700 000 euros tous les 3 mois de perte, l'assurance a dit, nous, on ne vous suit plus, c'est une trop grosse perte, on abandonne. Bah là, ils ont commencé à recruter énormément d'analystes pour commencer à sécuriser tout ça, parce que jusqu'à maintenant, ils disaient, il y a l'assurance. Donc l'assurance, il ne faut vraiment même pas se dire qu'elle existe, pour moi. Il faut vraiment sécuriser avant. Mieux que ce que la banque ne le fera pas pour vous, très clairement, je préfère me dire ça. Je me sécurise moi, et puis après, si la banque peut faire quelque chose, tant mieux. Mais mieux vaut croire en ses connaissances qu'en ceux de la banque. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Mais... Oui, bonjour. J'étais sensibilisé à propos des fraudes, parce que moi-même, parfois, je reçois des emails, problèmes de Microsoft, etc. Tout ça. Mais je pense plutôt que ma question, c'est que les fraudeurs prennent de plus en plus conscience, il me semble, vis-à-vis des personnes vulnérables, donc des personnes âgées, etc. Donc, là aussi, donc, je me dis qu'il y a sans doute quelque chose à mettre en place, tout ça. Et puis d'un autre côté aussi, moi qui suis personne sourde, à une solution, il faut passer un coup de fil et tout ça. Mais moi, je n'entends pas, je ne comprends pas très bien. Je me préfère autant me déplacer. Et puis voilà, maintenant avec l'intelligence artificielle, je me pose des questions. Peut-être qu'il y aura des vidéos pour un conseiller qui se fait passer pour lui. Enfin, donc, voilà, etc. Ça aussi, c'est une autre question. Maintenant, donc du coup, comme je suis extrêmement prudent et puis que pour certains peut-être le savent, d'autres sans doute qui ne savent pas, j'ai installé une petite application ici en Belgique, c'est le Safe on Web, qui vous prévient s'il y a une arnaque en cours et qui donne l'information. Vous cliquez dessus, il montre voilà quel genre de type d'arnaque, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc voilà. Mais n'empêche que bon, je trouve que nous vivons dans un monde de plus en plus digitalisé et moins en moins humanisé, moins en moins humain. Donc là aussi, pour moi, c'est inquiétant quand même, parce que j'imagine qu'un jour, il y aura de plus en plus de fraude, et voilà, surtout avec l'intelligence artificielle. Alors déjà, j'aimerais bien récupérer après l'application dont vous parlez, parce que j'en avais pas connaissance, on n'a pas ça en France. Volontiers. Ensuite, effectivement, comme vous l'aviez dit, j'en ai parlé un petit peu brièvement, c'est que effectivement, les personnes qui ont une cassure avec Internet, les personnes âgées et autres, sont de plus en plus ciblées. Je m'explique. Pour la fraude aux faux conseillers, il y a des gens en interne des banques qui vont aller regarder l'âge des clients, le montant qu'il y a sur les comptes bancaires, et qui vont revendre ces fiches clients beaucoup plus cher aux fraudeurs. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils savent très bien qui viser, pourquoi et comment. Et le côté de plus en plus digitalisé me fait aussi peur, parce qu'on parle beaucoup des personnes âgées, sourdes, malvoyantes et autres, mais il faut savoir que même les jeunes de nos jours, moi j'ai mon petit frère qui est dans la vingtaine, il a été fraudé une fois et aujourd'hui il a une peur bleue d'Internet, de l'ordinateur et ainsi de suite et ainsi de suite. Et lui aussi préfère, comme beaucoup de jeunes, retourner vers un monde plus humanisé. Et je trouve ça malheureux parce que justement le monde avance de plus en plus dans le digital. Et puis voir des jeunes qui en ont peur, ça m'attriste. Rebonsoir. J'ai été une fois fraudé avec le colis en attente qui ne pouvait pas être livré. Oui. Voilà. Il demandait 2 € de paiement pour relivrer le colis. J'ai rentré ma visa une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis 10 minutes après, je me suis dit, mais il y a un petit souci là. Et directement bloqué. Donc voilà. Mais sinon, la question, c'était plus sur les authentifications à 2 facteurs, les emails de récupération. Et au final, on essaye toujours de laisser une porte ouverte pour soi-même pour retourner dans ses comptes quand on oublie les mots de passe, etc. Et alors, quand on perd son téléphone, ça, c'est une horreur, oui. Parce qu'il y a tous les authentificateurs, les machins. Et j'ai essayé de construire un petit peu mon propre écosystème de sécurité, qu'un cas. Mais j'ai l'impression que le bonhomme qui arrive à tirer sur le bon pilier ou le bon fil dans la pelote, ben, il va retrouver tout ce qu'il y a derrière, oui. Parce qu'elle sert d'email de récupération, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a contre ça au final, au lieu d'empiler des coups? Oui.
Moi, je dirais, pour la blague, le papier et le stylo, hein, très clairement. Mais non, c'est ça le gros problème, c'est que de plus en plus, je conseille des applications comme KeePass, par exemple, qui vont en fait, KeePass, vous allez rentrer un code personnel pour l'application KeePass, qui va ensuite gérer tous vos codes sur toutes vos applications, comptes et ainsi de suite. C'est vrai que le seul problème, c'est que si vous vous faites pirater, vous faites avoir par social engineering, phishing et autres qui passent, en fait, tous vos comptes y passent. Donc effectivement, ce sujet-là, peu importe les outils qu'on va sortir demain ou les idées qu'on va mettre en place, même le papier, hein, je perds mon calepin, je perds tous mes codes. Bon voilà, il n'y a pas de solution spécifique pour ces sujets-là, quoi. C'est problématique de vous conseiller quelque chose de pertinent. Mais KeePass, c'est quand même très bien. J'ai pas d'action non plus chez KeePass, mais il y a d'autres applications qui font exactement la même chose. C'est juste que KeePass et d'autres permettent de changer de mot de passe à votre place tous les X jours, mois. Enfin, c'est vous qui décidez. Et puis, vous avez juste votre mot de passe principal à connaître. Voilà. Assez intuitif comparé à certains. Et puis voilà. Merci Jonathan. Je vous en prie. Je reste on va clôturer la séance de questions-réponses ici. Mais il ne part pas, il n'est pas pressé non plus, donc il reste. Vous pourrez poser des questions ou lui montrer peut-être des cas que vous avez vécus. Juste après, ne partez pas non plus parce qu'il y a encore le buffet, hein, je l'avais dit, hein, ça vous n'avez pas oublié. Hein. Merci beaucoup, on peut l'applaudir chaleureusement. Merci. Donc avant de passer au délicieux buffet, je vous annonce que le 18 avril, on va recevoir un orateur qui vient de Prague. Donc il est tchèque, il est photographe. Et en fait, c'est la seule personne au monde à avoir compilé toutes les photographies d'un maximum de sites sidérurgiques, métallurgiques au monde. Donc c'est une première. Il n'est jamais venu en Belgique. Enfin, en tout cas, il est venu en Belgique pour photographier des sites, mais il n'est jamais venu pour parler de son travail. Ça fait des années qu'il fait ça. Donc je vous invite maintenant, pour les nouveaux qui sont venus, à revenir. Pour vous qui êtes habitués à revenir aussi, comme d'habitude, et à en parler autour de vous. Ça, c'est un petit exemple de genre de photos qu'il fait. Donc, il documente en fait toute la métallurgie qui existe au monde. Les prochains rendez-vous, donc vous avez vu, en janvier, on a eu un sujet sur les drones, avec un professeur, docteur, ingénieur, qui est venu spécialement pour nous parler des drones. Aujourd'hui, on a la chance vraiment d'avoir Jonathan Spédal qui a accepté l'invitation. La fois prochaine, en avril, ce sera La beauté de l'acier, le projet documentaire de Victor Macha, le photographe. En juin, on aura un sujet sur les AVC. Donc, c'est une neurologue qui, le titre n'est pas encore, mais le titre va sortir bientôt, qui viendra nous parler des accidents vasculaires cérébraux. Et puis, en septembre, on va avoir une doctorante en recherche sur le cancer. Elle est présente dans la salle, elle se cache. Bras de fer contre le cancer, 19 septembre. Et puis on a aussi une avocate à la Cour pénale internationale de La Haye qui viendra nous parler d'un sujet. Voilà, je n'ai pas encore le sujet exact, mais ce sera en novembre. Et puis on terminera l'année avec un sujet sur l'investissement immobilier avec un agent immobilier certifié. Donc voilà, en 7 rendez-vous sur l'année. On est déjà au 2e. Donc parlez-en autour de vous, vous-même revenez. Parce qu'on vous attend et vous avez beaucoup de choses à apprendre. Je vous ai dit, les conférences sont gratuites, hein, entrée libre, tout le monde est le bienvenu. Ce n'est pas gratuit pour tout le monde, parce que pour nous, en l'occurrence pour moi, ça demande des petits frais. Heureusement, on a quelques petits sponsors. Mais donc, si maintenant vous avez apprécié et vous avez soif encore d'apprendre davantage pour revenir les prochaines fois, il y a l'urne là-bas au fond à gauche. N'hésitez pas à glisser un petit quelque chose pour notre œuvre humanitaire. Je vous souhaite bon appétit et laissez quand même le temps à l'orateur de manger, de boire quelque chose aussi, avant de l'assaillir avec vos questions. Merci beaucoup, bonne soirée.